va faire j'ai eu l'idée de ce thème, et j'avais l'idée de ce thème pour ce colloque, qui du coup est vraiment un colloque avec un partage à la fois de ce qui a été réalisé depuis le dernier, et puis ce qu'on va faire toujours. Le colloque, je rappelle, le colloque, c'est des colocuteurs, hein, ce sont des gens qui échangent ensemble. Et on est vraiment dans cette dynamique-là. J'ai publié un article sur ce thème, c'est le dernier que j'ai publié dans l'idée de ce colloque, à savoir quand le patient ne peut pas faire ce qu'on lui demande, ce n'est jamais une résistance. La difficulté qu'ont les praticiens, quelquefois, c'est que les patients peinent à faire ce qui leur est demandé. Et nous avons une difficulté en tant que praticiens, c'est que les patients ont tendance à nous idéaliser, ils pensent qu'on est capable de bien plus que ce qu'on ne sait faire. Ils pensent qu'on sait tout. Évidemment non. Nous sommes des apprenants perpétuels, nous sommes toujours des chercheurs, nous sommes toujours prêts à découvrir des nouveautés. Et quand le patient nous idéalise, l'ennui, c'est que si on lui propose quelque chose qui ne fonctionne pas, il risque de penser que c'est de sa faute, qu'il n'est pas à la hauteur. Alors, il aura tendance à le penser naturellement, mais si en plus le praticien lui dit que c'est parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut, qu'il est trop dans la tête, ou qu'il faudrait qu'il se lâche un peu, qu'il ose regarder, ce sont des conseils qui, même dit avec délicatesse, peuvent être dommageables pour le patient. Donc, il me semblait important d'évoquer, puisqu'on est tous réunis, là, enfin, tous réunis, non pas tous, il y en a un peu plus, il y en a 170, mais ça fait pas mal quand même de monde, 72, c'est remarquable. Quand le patient ne peut pas faire ce qu'on lui demande. Alors, j'ai beaucoup aimé, ce qui m'avait beaucoup inspiré par rapport à ça, c'est les réflexions de Jung et de Rogers, qui disent clairement que le patient ne résiste jamais, contrairement à ce que dit la littérature en psy sur ce sujet. C'est juste que le praticien s'y prend pas bien. Alors, s'y prend pas bien, ça peut paraître un peu dur dit comme ça, mais c'est simplement qu'il n'a pas touché l'endroit correspondant, il n'a pas pris l'axe qui va bien, il n'a pas pris l'approche qui correspond à la personne qui l'accompagne, et peut-être même, dans certains cas, l'approche à mettre en œuvre, ça ne va pas être celle qui est écrite dans un manuel, ça va être celle qu'on saura improviser parce qu'on est censé rester créatif. C'est justement notre souci en myosthésie, c'est qu'on ne veut pas protocoliser, comme dit Jérôme Brunner, sur les gens qui sont axés sur une méthode, ils font de la méthodolatrie, et c'est vraiment dommage. Et Rolomé, qui était proche de Rogers, lui aussi dit que la méthode, que le protocole, ça aide les praticiens, mais ça les éloigne des patients, donc ça nuit à la thérapie. Donc évidemment, on doit quand même avoir une façon de fonctionner, de connaître des choses. En myosthésie, on sait bien le faire, ça c'est plutôt sympa de savoir, d'avoir une cartographie un peu de ce qui se passe, mais en même temps rester libre, sensible, s'ajuster à ce qui se présente. Donc la résistance chez le patient, c'est un peu un mythe. Quand un patient n'y arrive pas, peut-être nous-mêmes on peut être perdu. À ce moment-là, on peut le voir en supervision, on peut le voir en reprenant des documents. Il y a pas mal d'écrits, soit les miens, soit d'autres, hein, pour comprendre ce qui se passe. Soit c'est écrit nulle part et vous êtes censé, en tant que praticien, avoir cette créativité, cette intuition de ce qui serait plus juste, et vous pouvez parfois être même amené à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait nulle part. Je rappellerai rapidement les 3 axes de la psychothérapie. La psychologie du dysfonctionnement, c'est ce qu'on appelle la psychopathologie, la psycho du pathos, et en fait, on va trouver dans le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la définition suivante, c'est qu'un trouble est la manifestation d'un dysfonctionnement biologique ou mental, et si tel est le cas, en toute justesse, eh bien, on va chercher un moyen. Alors, s'il s'agit d'un médecin ou d'un psychiatre, ils vont trouver un moyen éventuellement médicamenteux, chimique, et s'il s'agit d'un psychothérapeute, il va plutôt par la psychothérapie, mais avec ces dynamiques de remédier à un dysfonctionnement. Or, nous, en myosthésie, on n'est pas du tout là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de dysfonctionnement à s'occuper, et tout est bienvenu, mais nous, en myosthésie, on a un autre regard. Le reproche qu'on pourrait peut-être faire à ce paradigme du dysfonctionnement, c'est que si on n'a que ça en stock, c'est pas bien. On risque de louper les pertinences à l'œuvre. Or, comme c'est souvent des pertinences, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Il y a la psychologie de la santé, qui est donc différente de la psychologie des dysfonctionnements, qui est une psychologie qui m'autourse afin d'avoir un équilibre satisfaisant. Et enfin, il y a la psychologie de la pertinence, c'est une petite chose que j'ai eu le goût d'ajouter, qui est l'art de suivre les justesses à l'œuvre chez le patient qu'on accompagne.
C'est-à-dire que le symptôme existe spécialement pour un accomplissement, pour une finalité qu'on rejoint, et non pas à cause de quelque chose qui ne va pas. On sait bien ça en myosthésie. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'une fois qu'on sait très bien ça, on risque d'avoir un propos maladroit du genre, la personne a un symptôme, un mal-être, elle se sent très mal, on dit oh oui, mais tu sais, c'est pas pour rien. Il y a sûrement quelque chose derrière d'important qui s'accomplit. Soit que tu as vécu quelque chose, soit que tu vas accomplir quelque chose. Et ça, c'est le discours. Je vous invite tous, puisque vous êtes tous là, à dire mais ne dites jamais ça à un patient. On fait le chemin, on le découvre après coup, que ça avait du sens. Nous, on le sait, mais on ne dit pas ça en point de départ, parce que face à quelqu'un qui est en souffrance, lui dire oui, il t'en bave beaucoup, mais tu sais, c'est pas pour rien, c'est un peu un déni de l'état dans lequel il se sent. Donc on va plutôt partir de son ressenti pour aller vers cette pertinence, mais on ne tient pas ce propos du genre tu sais, c'est pas pour rien. C'est vrai que le symptôme est spécialement pour, mais on ne tient pas ce propos au patient, on l'a simplement en nous comme guide, comme, je presque envie de dire, comme donnée archétypale pour avancer. J'en profite pour dire que les archétypes, c'est ce qui fonde la vie, alors que les paradigmes, c'est ce qui fonde une théorie. Or, on n'est pas dans la théorie, on est avec la vie. Alors, pour les possibles sources de blocage du patient, parce que ça arrive que le patient soit bloqué, une des premières choses que j'ai remarquées, c'est l'usage du mot être. Mets ton attention sur l'être que tu étais à ce moment-là, ou sur l'être qui était ta mère ou ton père, ou ton frère, ta sœur, etc. Le mot être peut très bien fonctionner entre nous parce qu'on sait de quoi il s'agit. Pour beaucoup de personnes, le mot être est un mot un peu, voire ésotérique parfois même, mais qui n'est pas très très bien compris. Alors il est juste, puisque le mot être chez Heidegger, c'est Martin Heidegger, c'est l'ensemble de celui qu'on a été, celui qu'on est et tout ce qu'on sera. Et le Dasein, c'est l'être là, maintenant, présent au monde. Mais le mot être n'est pas utilisé dans le langage courant. Ça va bien avec le vocabulaire adapté pour être entendu par les patients. Donc on préférera dire mettez votre attention sur celui que vous étiez à ce moment-là. Ça semble plus efficient. Ensuite, il y a le prénom. La personne s'appelait Jacques, mets ton attention sur le Jacques que tu étais. Et si c'était quand il était enfant, mets ton attention sur le petit Jacques. Et si c'est une fille, Jacqueline. Allez. Bon, ben, le petit Jacques et la petite Jacqueline, elle regarde le praticien et dit mais pourquoi il m'appelle comme ça, lui? Pourquoi il met un prénom pourquoi il met un article devant mon prénom? C'est comme si on chosifiait le patient et ce n'est pas très heureux. Mets ton attention sur celui que tu étais, sur l'enfant que tu étais, et non pas sur le petit Jacques ou la petite Jacqueline que tu étais. La métaposition par rapport au présent est aussi un inconvénient. La personne dit j'ai peur, mets ton attention sur celui que tu es et qui a peur. Ça ne marche pas. Par contre, mets ton attention sur la peur que tu éprouves, elle est comment? Il la décrit, et quand il l'a décrite, on lui dit est-ce que ça là t'est déjà arrivé? Et s'il dit oui, mets ton attention sur celui que tu étais quand ça t'est arrivé. Et là, on va rencontrer celui qu'il était quand c'est arrivé. Mais mets ton attention sur celui que tu es maintenant en train d'avoir peur, ça ne fonctionne généralement pas. Ensuite, il y a les formes indirectes ou directes. Celui qu'il était, un jour, a eu peur. Et je vais dire, par exemple, à mon patient, mets ton attention sur celui que tu étais et dis-lui, j'entends que tu as peur. Dis-lui que tu entends qu'il a peur. Ça, c'est la formule indirecte. Et ça ne va pas toujours fonctionner, ça sera tellement plus efficient si le praticien dit, mets ton attention sur celui que tu étais, et quand il l'a, lui dit, dis-lui, tu as peur. Et ça, c'est la formule directe que j'écrirai, deux points, ouvrez les guillemets, et c'est comme si le praticien le disait déjà au patient. Ensuite, il y a la posture inadaptée. Je peux avoir l'intention d'apaiser mon patient ou celui qu'il était. Or, on ne doit pas chercher à apaiser, mais à reconnaître le tourment qui existait à ce moment-là. Et il y a aussi l'emplacement avec la posture, qui est la zone de proximité. En tant que praticien, on est censé être en connivence avec l'être émergent qui appelle la conscience. Ça, on verra que souvent, les praticiens sont toujours en proximité des patients, mais pas suffisamment en proximité de l'être émergent. Dès le rendez-vous, l'être émergent doit être présent dans la conscience du praticien, puisque c'est lui qui fait en sorte que le patient prenne rendez-vous, en envoyant un signal comme un symptôme. Ensuite, on peut investiguer la mauvaise zone. La personne, on n'arrête pas de lui faire regarder l'enfant qu'il était. Or, ce n'est pas dans l'enfance, c'est peut-être dans le transgénérationnel. Ou on veut lui faire regarder le transgénérationnel, mais ce n'est pas là que ça se trouve dans le transpersonnel.
C'est-à-dire que c'est un endroit qui peut être plus vaste, un pan entier de l'humanité, ça peut être la nature, la planète, ça peut être des esprits, ça peut être un autre endroit, ça peut être une autre vie, ça peut être autre chose. Alors, l'idée n'est pas d'avoir la preuve qu'il y a quoi que ce soit de ce type qui soit objectivable. Si la personne voit un esprit enfin, émerger un esprit dans sa thérapie, ou si la personne voit ce qu'elle était dans une vie antérieure, ça ne prouve pas qu'il y a des esprits ou des vies antérieures. C'est simplement que phénoménologiquement, ça existe maintenant. On est censé l'accompagner en l'état, comme si c'était là, et on fait ce chemin de réhabilitation de la même façon. Et c'est qu'on hésite à faire ça si on n'est pas dans la bonne zone. Ça ne fonctionne pas. Également, la recherche de solutions. Je vais résoudre, je vais apaiser. Bon, ça ne va pas fonctionner. Et puis, enfin, la notion de vocabulaire qui va être adaptée. À ce titre, j'ai bien aimé ce travail sur le vocabulaire aussi que vous faites. J'ai bien aimé toutes vos interventions. Bravo pour les ateliers. C'est magnifique. C'est un travail. Ouf. J'ai juste relié, j'ai même mis un petit mot dans le chat, résilience, conciliance. Alors, réconciliation, conciliation, j'ai apprécié cette petite remarque dans le chat qui a été faite. Et j'avais écrit un article, résilience, conciliance, parce que résilience, ça veut dire redevenir comme avant. Alors, conciliance, c'est accueillir ce qu'on était et devenir plus qu'avant. Cyrulnik, qui parle de résilience, c'est ce qu'il voulait dire, mais le mot résilience ne le définit pas, donc c'est dommage. Et quant au vocabulaire, puisque vous faites une recherche dessus, et je vous invite à continuer à le faire, je suis en train de faire un document que je publierai bientôt, un document qui parlera de l'humanité, de son langage depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Et j'ai noté avec étonnement sur les ouvrages que j'ai compulsés que le français tel qu'on le connaît n'existe que depuis 1200 ans. En l'an 800, ça a commencé avec le petit-fils de Charlemagne qui a choisi d'écrire quelque chose en français. Et sinon, avant, c'était d'autres langues. C'était beaucoup, bien sûr, le latin, le germanique, le francique. Il y avait plusieurs langues, mais il n'y avait pas le français. Le français est apparu et les peuples se sont réunis autour de langues. Il y a eu comme un besoin pour fédérer les gens d'avoir une langue commune. Donc, le français qui nous intéresse tant, comme les autres langues, l'italien, eh ben, c'est des langues, l'allemand, c'est des langues qui sont pas si récentes, que ça. Enfin, 1200 ans, c'est pas hier, mais c'est quand même pas il y a 3000 ans, quoi. Alors, on a le cas du patient. Qu'est-ce qu'on fait quand le patient, on lui pose une question, mettez votre attention sur celui que vous étiez, qu'on a identifié à partir de son symptôme, il arrive à un endroit, mettez votre attention sur lui, et il dit, je ne vois rien. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il se peut qu'il n'y ait rien du tout qui apparaisse. Bon, c'est une chose. Mais il se peut, quand il dit « je ne vois rien », quand il met l'attention sur ce qu'il était, que ce soit la réponse, à savoir que celui qu'il était ne voyait rien et que c'était son problème à ce moment-là. Et c'est quelque chose de toujours avoir à l'esprit, parce que si on va à tout prix lui faire voir quelque chose, il perd le signal qui lui indique que celui qui était ne voyait rien, et on ne va pas manquer de lui demander « est-ce que celui que tu étais ou que vous étiez voyait quelque chose ?» Et c'est une idée qu'on n'a souvent pas, parce qu'on prend la réponse au premier degré, alors que fait la réponse, elle évoque quelque chose qui est éprouvé par l'être émergent. Ensuite, le patient, il ne peut pas faire ce qu'on lui demande. Par exemple, dites-lui, dites à celui que vous étiez, j'entends que c'était difficile pour toi. Et le patient vous dit magistralement, ben moi, j'ai pas envie de lui dire ça. Il ne peut pas le faire, il n'en a pas envie. Donc, on va simplement lui dire, ben, c'est mieux pour toi de ne pas le faire, ou c'est mieux pour vous de ne pas le faire. Il va dire, oui, je lui en veux trop. Eh bien, à ce moment-là, on va proposer d'être dans la congruence au patient. On va dire, mettez l'attention sur celui que vous étiez et dites-lui, je ne me sens pas capable de mettre mon attention sur toi sans t'en vouloir. Et c'est une petite astuce qui permet au patient d'être profondément congruent par rapport à celui qu'il était, et ça ouvre, mine de rien, un canal. Ensuite, il y a le patient qui ne... Alors, quand il ne peut pas, il y a aussi autre chose. Je ne veux pas m'approcher de lui parce que je ne l'aime pas du tout. OK. Qu'est-ce qui serait le plus confortable pour vous? Ben, pour moi, je peux m'approcher de lui s'il y a un mur entre nous. OK, ben, mettez un mur entre vous. Et est-ce qu'avec ce mur, c'est plus confortable? Il dit oui, oui. OK. Eh bien, mettez ce mur et mettez votre attention sur lui de l'autre côté de ce mur. Et ça n'empêche pas de mettre l'attention, mais avec quelque chose d'intermédiaire. On remarquera que ça ressemble un petit peu dans les thérapies comportementales à ce qu'on appelle la désensibilisation systématique,
dans laquelle on propose à un patient de s'approcher progressivement de ce qui lui fait peur pour l'apprivoiser. Ben, ça ressemble un petit peu, et c'est vrai qu'en myosthésie, on a des choses qui ressemblent à ce qui se fait dans d'autres approches. J'ai découvert ça après coup en lisant d'autres ouvrages sur ces autres approches, et j'ai trouvé ça assez touchant de voir toutes les intuitions de plein de praticiens dans plein de domaines. Je vous invite à être curieux de ça, bien sûr. Après, il y a le patient qui ne veut pas du tout aller vers cet être émergent. Donc, on ne va pas lui dire, ben, allez-y, mais on va lui dire, OK, en quoi est-ce mieux pour vous de ne pas y aller? On est toujours explorateur de pertinence. Parce que s'il dit non, j'ai pas envie d'y aller, et qu'on lui explique, mais vous savez, si vous osez vous en rapprocher, vous allez pouvoir l'accompagner et vous libérer de quelque chose, vous n'aurez plus votre symptôme. Ça s'appelle un peu une manipulation, douce, discrète, mais c'est quand même une manipulation. Alors que lui dire, OK, c'est mieux pour vous de ne pas faire, de ne pas vous en approcher, de ne pas faire ce que je vous demande. Il va dire oui. En quoi est-ce mieux? On va avoir des choses qui vont apparaître. Je l'ai un petit peu plus loin, ça, parce que si je m'en approche, je vais contrarier un tel qui ne veut pas qu'on se parle. OK. Donc, c'est un tiers qui ne veut pas que ça se fasse. Et donc, on va toujours vérifier s'il n'y a pas un tiers qui réclame que ça ne se fasse pas avec une bonne raison. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, mettez l'attention sur cet être, ce tiers, et demandez-lui en quoi c'est plus juste pour toi que je n'y aille pas. Et on va faire la thérapie de ce tiers dans le cadre de la séance. En fait, ce qui émerge des fois dans la psyché ne veut pas y aller. Ce qui émerge de la psyché ne veut pas. Mettez l'attention sur celui que vous étiez, il le fait. Dites-lui que vous prenez la mesure de ce qu'il a vécu. Et ben, au moment où je lui parle, il tourne la tête. Il s'en va même, il se retourne. Il n'a pas du tout envie de m'adresser la parole, il n'a pas envie que je le regarde. Eh bien, on ne va pas proposer à notre patient, ben, dites-lui que ça serait important qu'on puisse se voir. On va juste demander au patient, dites à cet être qui se retourne, c'est mieux pour toi de te retourner. Et quand on valide le vécu de l'être émergent, ça suffit souvent pour que l'être émergent se retourne d'un seul coup et veuille bien échanger. En fait, cette attention qui joue des obstacles, on l'a vu, je le donne quelquefois pour dire le cas d'une personne, j'ai vécu ça qu'une fois, je l'ai cité dans des stages, ceux que j'ai eu en stage ont dû m'entendre le dire, une patiente qui m'a dit je peux pas le rencontrer parce qu'entre nous, il y a un mur, et ce mur est d'une épaisseur infinie. Et ça, j'ai entendu qu'une fois dans ma vie de praticien, un mur d'une épaisseur infinie. Je ne sais pas comment ça se bâtit. David, tu me diras en tant qu'architecte comment on peut fabriquer ça, un mur d'une épaisseur infinie. Et du coup, on ne peut pas traverser ni percer un mur d'épaisseur infinie, c'est extraordinaire. Eh bien, ok, c'est important qu'il y ait ce mur d'épaisseur infinie, oui, ok. Ben, mettez votre attention sur l'autre, qui est de l'autre côté de ce mur d'épaisseur infinie. Donc infiniment loin, mais l'attention se joue de ces infinités. Il y a des fossés ou des gouffres, je ne peux pas le rejoindre, ou en face de moi, il y a un grand vide. On va simplement, non pas essayer de se débarrasser de ce vide ou le masquer, on va simplement demander au patient, mettez l'attention sur ce vide, il est de quelle taille, de quelle dimension, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, grand comment, est-ce qu'il est plus long que large, est-ce qu'il est plus large que long. Et puis quand la personne la décrit, elle l'apprivoise un peu, rien que pour le décrire, et on va lui dire, ben, mettez votre attention sur ce gouffre, et on peut éventuellement lui demander de mettre de la lumière dans ce gouffre, pas une lumière pour l'éclairer, mais une lumière pour le remplir, comme d'une substance lumineuse. Et curieusement, dès que ce gouffre est rempli de lumière, non pas pour l'éclairer, mais pour lui donner sa place, eh bien, souvent il est apprivoisé. Le patient peut s'en rapprocher, il y voit apparaître des choses, il peut même aller se promener au fond et faire des rencontres, et les voies vers la psyché, vers les êtres émergents s'ouvrent à ce moment-là. Il arrive aussi que le patient n'ait pas de mots pour dire ce qu'il cherche à dire. Donc c'est vous, en tant que praticien, qui allez trouver des mots qui reflètent le mieux ce que le patient cherche à exprimer, ce qui n'est pas toujours facile. Et il y a des patients, des fois, qui inventent des mots, des néologismes. Je me rappelle ce patient qui, parlant de l'enfant qu'il était, qui était enfermé dans le noir, et pour que son père lui rouvre la porte, que c'était une punition, il fallait qu'il arrête de pleurer. Or, il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer tellement il avait peur. Donc c'est compliqué ça, je dois m'arrêter de pleurer pour qu'on m'ouvre la porte, et en même temps j'ai tellement peur que je ne peux pas ne pas pleurer. Et le patient qui parlait allemand m'a dit, ce gamin que j'étais était terrorifié, parce qu'en allemand on associe les mots, et il a fait pareil en français, il m'a dit excusez-moi, j'ai dit oh, c'est très bien, c'est très imagé, c'est un mot qui n'existe pas et qui reflétait parfaitement son ressenti.
Mais il arrive que le patient ait du mal à avoir des mots, alors on lui propose des mots, on lui fait du QCM, évidemment, ça va être l'inspiration, l'intuition de ce moment-là. Et puis des fois, c'est pire qu'une absence de mots, il n'y a même pas de pensée possible. La personne, le patient ressent quelque chose dans une émergence, il sent qu'il se passe des choses, mais il n'a pas de représentation mentale de ce qui lui vient à l'esprit. Alors évidemment, on trouve ça chez les psychotiques qui ont l'impression d'être dans une plus grande vastitude que ce qu'ils sont localement. On va trouver ça chez les personnes qui ont une perception non locale. On va beaucoup trouver ça chez les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, qui disent j'étais face à toute ma vie en même temps, j'avais en face de moi tous les êtres que j'ai connus avec leur ressenti. J'étais dans l'espace, je pouvais aller où je veux, puis il dit non, je me déplace pas. En fait, j'étais cet espace. Et les personnes essayent de mettre des mots sur des choses qui ne sont pas cognitivement appréhendables. Et néanmoins, en tant que praticien, on doit être capable de les entendre sans pour autant les prendre au premier degré. Mais vraiment les entendre comme une expérience. Et le psychotique, j'ai fait un article sur la psychose où j'explique que le psychotique a l'impression d'être tous les êtres humains parce qu'il n'a pas de limitation à ce qu'il est. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui a un défaut de personnalité ou un moi multiple, c'est plutôt quelqu'un qui a un trop de soi. L'être qu'il est n'est pas simplement l'entièreté de ce qu'il est, mais l'entièreté de l'humanité. Et ça, il n'a pas de mots pour le dire, et c'est assez compliqué à verbaliser. Ça suppose un praticien extrêmement sensible, et pour autant pas forcément perché, qui va lui sortir des théories un petit peu bizarres. Enfin, il y a les émergences transpersonnelles qui sont importantes parce que si on est trop sur l'enfance, si on est trop sur le transgénérationnel, eh bien, on ne verra pas que la personne, ce qu'elle a besoin, c'est de regarder, par exemple, le pays d'où elle vient comme terre qui a accueilli le peuple dont elle est issue, et même tout un pan de ce peuple qui a besoin d'être entendu par rapport à une détresse qu'il a éprouvée. Et cette dimension transpersonnelle peut aller assez loin. Il arrive que quelqu'un, par exemple, dise oui, c'est il y a longtemps, ok, il y a très longtemps, oui, depuis ma naissance. Ok, c'était depuis la naissance, et on voit une hésitation chez le patient. C'est depuis la naissance ou c'était avant la naissance? Avant la naissance. Ok, est-ce que c'était le prénatal? La personne dit oui, et on sent qu'il y a une hésitation. Et là, on va oser lui proposer, parce qu'elle n'ose pas le dire, c'était avant le prénatal. Et la personne, parfois, il est arrivé que la personne dise oui, c'est avant le prénatal. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas envie d'arriver au monde. Et on va accompagner l'être qu'il était, non pas dans une autre vie, mais avant d'arriver au monde, comme s'il existait déjà et qu'il hésitait à venir. Évidemment, ce sont des choses totalement inobjectivables, mais avec lesquelles on doit avoir une aisance en étant libre des croyances et en étant ouvert à tous les possibles. Ça reste extrêmement important qu'on sache entendre ce genre de choses. C'est assez douloureux pour un patient qui ressent ce genre de choses de se faire sans arrêt renvoyer à l'histoire de l'enfant qu'on était, l'histoire de papa, maman ou de la famille, alors que c'est ailleurs que ça se tient. Ça, voilà des endroits où les patients peuvent être abîmés si on veut à tout prix les pousser à un endroit où ils ne sont pas. Il ne s'agit pas de les propulser à ces endroits-là, il s'agit de les suivre quand ils y sont. Enfin, il y a aussi des patients pour qui ce n'est pas dans leur histoire passée que se situent les choses, mais c'est dans un futur. Ils ont du mal à rejoindre celui qu'ils ont à être. On remarquera qu'en myesthésie, on ne cherche pas à atteindre un but, on cherche plutôt à rejoindre une finalité. Une finalité qui potentiellement existe déjà et attendre qu'on la retrouve. Alors ça vaut pour les remédiations qu'on accomplit, puisque celui qu'on était qui a été clivé et celui qu'on est doivent se rejoindre afin qu'on puisse aboutir à celui qu'on sera avec cette complétude. Mais ça peut concerner aussi, et il faut savoir en myesthésie qu'on s'occupe beaucoup de ça, ça concerne les déploiements. C'est-à-dire qu'il y a celui qu'on a à devenir qui joue énormément. Je rappelle qu'Abraham Maslow disait lui-même que celui qu'on a à être et celui que l'on est sont concomitants, contemporains l'un de l'autre. Et il dit, j'espère profondément que les thérapeutes ne seront pas des gens qui essaieront de guérir les patients de maladies, mais qui les accompagneront pour qu'ils puissent devenir qui ils ont à être. Et le fait qu'un praticien comme lui, docteur en psychologie, qui a écrit plusieurs bouquins et qui est une référence, ait proposé ça, je trouve ça absolument, c'est extrêmement touchant. Après, il y a aussi le fait que l'être qui a été clivé, qui émerge, est un être qui est déjà en paix. Et mettez votre attention sur celui que vous étiez
Et le patient met l'attention sur celui qu'il était, dites-lui, j'entends à quel point ça a été dur pour toi parce qu'il y a eu un événement un peu difficile. Et celui qu'il était, quand il le voit, lui demandait ça, il rit au nez et lui dit, mais non, c'était pas dur pour moi, c'est toi qui n'es pas en forme, mais moi j'allais très bien à ce moment-là. Parce qu'en fait, on a mis à part une zone ressource de soi pour pas qu'elle soit abîmée, ce qui n'a rien à voir avec les autres situations où on met en dehors de soi une zone chargée émotionnellement pour pas que cette émotion nous envahisse complètement. Donc, il arrive que l'être clivé, l'être émergent, eh bien, soit un être plein de ressources qui n'est ni plus ni moins que celui qu'on était, qui attend de trouver sa pleine place en soi. En se rappelant bien que ce soit du déploiement ou que ce soit de la remédiation, celui qui émerge dans la psyché va, alors ça c'est très important de l'avoir à l'esprit, va, quand il est accueilli, soudainement se déployer dans l'entièreté de la psyché, dans l'entièreté du soi, dans l'entièreté de l'être. Ce qui est très particulier et pas facile à concevoir, c'est que chacun de tous ceux qu'on a été se déploie dans l'entièreté de qui nous sommes. Et tous ces éléments qui se déploient et qui occupent tout l'espace ne se superposent pour autant à aucun autre. Voilà des exemples de choses qui ne se pensent pas, mais qui semblent nous constituer. L'absence de réponse, parfois, peut être la réponse, mais ça vient un peu, ça je l'ai traité, je ne sais plus ce que j'ai évoqué à cet endroit-là dans mon article, ça ressemble un petit peu au patient qui ne voit pas, mais c'est le patient qui n'a pas la réponse. Euh, on lui pose la question et il dit « je ne sais pas ». Et quand il dit « je ne sais pas », c'est après. On peut lui demander si celui qu'il était savait. Voilà. Et quand la personne n'a pas la réponse, on ne va pas lui demander « faites un effort », bien sûr. Quand il ne voit pas la réponse, on a posé une question du genre c'était comment pour celui que vous étiez? Et la réponse ne lui vient pas. Ça peut être que celui qu'il était, bien sûr, n'avait pas de réponse à quelque chose où il avait un problème, par exemple un examen, et puis il n'avait pas la réponse, ça peut être ça. Mais quand il n'y a rien qui vient du tout, l'astuce, c'est de demander au patient, OK, donc il n'y a rien qui vient. Quand je vous ai posé la question, que s'est-il passé? Et la personne, quand on lui demande que s'est-il passé, va dire, ben, en fait, j'ai eu comme une oppression. OK, mettez votre attention sur cette oppression. Elle est comment? Importante, petite, elle est assez importante. OK, importante à quel point? OK, vous l'avez déjà vécu, et en fait, on va retrouver quelque chose à partir de ça. Voilà, quand il n'a pas de réponse, quand je voulais demander que s'est-il passé? Il se peut aussi qu'il ne se soit rien passé. Enfin, il y a la discrétion et l'humilité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est tranquille sur le fait que ça ne se passe pas pour rien, que le symptôme est spécialement pour, mais ça reste discret, humble. On n'arrive pas en force en disant oui, mais moi je sais que c'est pas pour rien et je vais te le dire. Et puis comme je vais vous le dire, vous allez voir, vous allez tout faire. On reste très discret par rapport à ça. Et on est très humble parce qu'on sait que de toute façon, quoi qu'on sache, même avec beaucoup d'expérience, on est toujours prêt à apprendre de notre patient. On est dans ce paradoxe où on a à la fois des assises archétypales qui sont très fortes et en même temps une acceptation de notre ignorance et une ouverture à la recherche, à la créativité très très subtile. Enfin, il y a des paradoxes et des contraires qui apparaissent chez les patients. Par exemple, oui, j'avais l'impression de tout savoir, mais en même temps, je ne savais rien. J'avais la connaissance de tout et je ne savais rien. Voilà, je ne vois rien, j'entends rien, je ne perçois rien, je suis angoissé, j'éprouve une peur forte. Voilà, le senti que la personne évoque dans l'instant, toujours partir du principe que ce qu'il ressent dans l'instant, c'est probablement une analogie avec ce qu'il sentait au moment du trauma. C'est comme un signal pour se connecter à cet endroit-là. Par rapport au paradoxe ou les contraires, en même temps, j'ai envie, j'ai pas envie, j'aimerais bien le voir, mais je peux pas le supporter. Euh, Quand une personne nous dit des choses contraires, on va jamais avoir à l'idée de lui proposer, il faudrait savoir. Évidemment, on ne va pas le dire aussi crûment, mais ça peut avoir un parfum de ça.
Ah d'accord, vous avez les deux en même temps. Et les deux, ils sont comment? Et puis on va lui faire décrire ce qu'il évoque, et le paradoxe, ce qui a l'air pas clair, va se clarifier ensuite. Enfin, j'arrive vers le dernier point, donc on va avoir un peu de temps pour les questions. La clinique, eh bien, les sources d'innovation, de créativité, d'inspiration. On a beau avoir appris tout dans les livres, tout dans les stages, si on n'est pas dans cette dynamique d'apprendre grâce aux gens qu'on accompagne, et si on est formateur, d'apprendre grâce aux gens à qui on enseigne, eh bien, on va avoir du mal en tant que praticien, on va avoir du mal en tant que formateur. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont praticiens, praticiennes, réjouissez-vous de ce que vous allez apprendre avec tous les gens que vous accompagnez, cherchez les nouveautés, et puis, en tant que formateur, réjouissez-vous de toutes les difficultés que vous proposez les stagiaires, parce que grâce à eux, vous allez porter un petit peu plus loin que ce que vous pensiez savoir, et ce qui fait que vous allez délivrer quelque chose de plus en plus précis à tous les gens qui viendront après.